George Bush reprend l'offensive en direction de la paix. Il propose à Gorbatchev de supprimer le rideau de fer. Cependant, à Berlin, la tension persiste entre les deux Allemagnes. À 48 heures de la visite du premier soviétique en Chine, plusieurs milliers d'étudiants font la grève de la faim place Tiananmen. Ils ont soif de démocratie. Les agriculteurs se lancent dans la bataille pour la qualité. À Brest et à Plougastel, la tomate est devenue un produit de luxe avec marketing assuré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La police espagnole a révélé aujourd'hui, même si elle ne donne que des bribes d'informations, que la vedette rapide qui a tué en août dernier à Antibes un jeune homme et blessé grièvement une jeune femme appartiendrait au frère du président syrien, Hafez el-Assad. Toujours sans être formelle, la police espagnole laisse entendre que celui qui pilotait l'embarcation est actuellement en prison et que la vedette a été sabordée par 1000 mètres de fond. Agnès Poirier. Un marin à la langue trop bien pendue et le juge Nogueras du parquet de Grasse tient peut-être le meurtrier de Thierry. Au mois d'août dernier, avec ses amis, sur un pneumatique tracté par un bateau à moteur, comme ici, le jeune homme de 22 ans revient vers la plage d'Antibes. Incompétence, maladresse, ils sont précipités à la mer. C'est alors qu'une vedette offshore fonce sur eux. Thierry Déchiqueté meurt sur le coup. Une de ses amies, 20 ans, grièvement blessée, est aujourd'hui paralysée. Plus aucune trace du bateau meurtrier ni de ses occupants jusqu'à la semaine dernière. Un marin, au cours d'une tournée des barres de la côte, avoue avoir été aux commandes du offshore meurtrier. Le propriétaire du bateau, affirme-t-il, c'est Rifat el-Assad, que l'on voit ici aux côtés de Jacques Lang, le turbulent frère d'Hafez el-Assad, le président syrien. Aussitôt, des gendarmes partent enquêter au domicile de Rifat el-Assad à Port-Banus, près de Malaga, sans succès. Alors les gendarmes sont revenus déçus, ils se sont heurtés à une passivité, pour ne pas dire une assez mauvaise volonté de la part des autorités espagnoles. Et donc, comme ils ne sont pas dans leur élément naturel, ils n'ont pas pu faire de travail efficace. Retrouver le skipper trop bavard, c'est l'obsession des enquêteurs. Le juge d'instruction compte bien se rendre lui-même sur la Costa del Sol. Le skipper s'en est vanté, c'est lui qui a fait sombrer le bateau meurtrier par 1000 mètres de fond au large des côtes espagnoles, sur ordre de Rifat el-Assad. Le père du petit Yanis, cet enfant de 3 ans qui a disparu dans les Alpes de Haute-Provence, est à présent persuadé que son enfant a été enlevé. Il lance un appel aux ravisseurs et les informe que le petit garçon doit être soigné car il souffre d'un asthme chronique qui réclame des soins adaptés. Les étudiants chinois ne l'avaient pas caché. Leur action, même si elle changeait de forme, irait jusqu'à l'obtention d'une vraie démocratie. Aujourd'hui, à 48 heures de la visite de Mikhaïl Gorbatchev en Chine, ils sont des milliers à observer une grève de la faim. Georges Bortoli, sur place à Pékin. Un millier d'étudiants des universités de Pékin ont commencé cet après-midi une grève de la faim sur la place Tiananmen, juste en face du Palais du Peuple, où M. Gorbatchev sera reçu officiellement dans 36 heures. Une foule considérable s'est massée autour de ces grévistes de la faim. Foule composée également d'étudiants et d'étudiantes, tous très jeunes, tous très calmes, qui lèvent très haut leurs panneaux, leurs drapeaux et qui scandent des slogans tels que « La liberté est plus importante que le pain ». Cette foule, très disciplinée, manifeste une volonté délibérée d'éviter toute provocation. Mais lundi, quand le leader soviétique sera là, il faudra bien que ces rassemblements qui sont humiliants pour le gouvernement chinois cessent, soit qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes, soit qu'on les fasse cesser. Et, s'il le faut, par la force. Toujours à l'étranger, une organisation jusqu'alors inconnue vient de revendiquer à Beyrouth l'enlèvement d'un homme de 85 ans, un citoyen britannique. Il s'appelle Jack Mann. Il n'a donné aucune nouvelle à son ambassade depuis vendredi dernier. Toujours à propos des otages de Beyrouth, l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest a reçu aujourd'hui 2 lettres du jeune Allemand enlevé la semaine dernière au sud Liban. Il s'agit à présent d'authentifier les manuscrits. C'est la première fois que le jeune homme donne signe de vie depuis son enlèvement. Le sort de plusieurs dissidents roumains inquiète le gouvernement français. Le Quai d'Orsay a utilisé pour marquer sa désapprobation des termes jugés presque cinglants. L'ambassadeur a été convoqué, il a dû s'expliquer sur le sort qui a été réservé à plusieurs contestataires roumains. Thierry Calmette. Vive préoccupation, mettre un terme instamment au harcèlement des dissidents, c'est ce que vient d'entendre M. Pietre Giguet, l'ambassadeur de Roumanie, de la bouche même du secrétaire général du Quai d'Orsay. Convoqué ce matin, l'ambassadeur roumain s'est vu reprocher l'aggravation de la répression qui frappe ceux qui expriment leur désaccord avec la politique de M. Ceausescu.
En fait, c'est le sort de Madame Doina Cornea qui préoccupe le gouvernement. Depuis 87, précisément après une interview accordée à Antenne 2, cette ancienne professeure de français subit le harcèlement de la police. Plus inquiétant, aucune nouvelle depuis la mi-avril. Aucune réponse non plus à l'invitation lancée par Madame Danielle Mitterrand pour un colloque qui se tiendra à Paris le 22 juin. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay rappelle que le gouvernement, je cite, n'a cessé d'appeler l'attention des autorités roumaines sur les violations des droits de l'homme qui sont commises dans ce pays. Madame Cornea est la plus connue en France des dissidents. Mais les libertés fondamentales d'expression et de circulation, entre autres, ont été retirées à des centaines de personnes et à leurs familles, y compris jusqu'à leurs enfants. Aujourd'hui, la télévision soviétique a largement montré le premier bataillon qui vient d'être retiré de Tchécoslovaquie. Ce retrait entre dans le cadre de la réduction unilatérale des forces en Europe, décision qui avait été annoncée en décembre dernier par Mikhail Gorbatchev. Le bataillon motorisé de l'armée soviétique a pris le chemin du retour après la cérémonie d'adieu. Cette unité était en place depuis 20 ans, depuis le printemps de Prague exactement. George Bush, le nouveau président américain, après une réserve de quelques 6 mois, a décidé de ne pas laisser l'avantage des propositions aux soviétiques. Hier soir, c'était la surprise, il a demandé aux soviétiques, pour prouver leur bonne volonté, de faire disparaître le rideau de fer. Ceci n'a pas empêché une jeune Allemande de franchir le mur hier soir pour passer à l'Ouest. Chaque année, ils sont plusieurs milliers à passer le mur. En Allemagne de l'Est, il ne semble pas que la transparence dont parle Mikhail Gorbatchev ait quelque influence sur le comportement des responsables politiques. La tension entre les deux Allemagnes ne tient pas compte de l'ouverture à l'Est. Philippe Rochon. Si les gardes-frontières est-allemands réparent le mur de Berlin, c'est qu'un camion avec 3 fugitifs a brisé ses dalles de béton. Les hommes ont sauté à l'eau, mais l'un d'eux a été capturé par cette vedette rapide alors qu'il était déjà passé à l'ouest. Car ici, c'est le piège. Plus on parle de détente et plus les Allemands de l'Est veulent passer à l'ouest. 9000 passages clandestins en 88. Or, les gardes-frontières est-allemands continuent de tirer sur des fugitifs qui meurent parfois ici, au pied du mur. Ce garçon ici, il était au mur, sanglant, 50 minutes. Ici, j'ai vu, les gens ont crié. La police a lancé des paquets de première aide. Des pansements. Oui, il pouvait encore parler, il a dit, ça n'aide plus. Rainer Hildebrandt a consacré sa vie à aider les Allemands passés à l'ouest. Il fait avec eux le pèlerinage des tombes où reposent les fugitifs abattus. Il vient d'accueillir ce jeune soldat de 22 ans, déserteur de l'armée est-allemande, qui a réussi à passer le mur de Berlin. Quand on est soldat là-bas, on a une baïonnette et un couteau. On s'entraîne sur des mannequins à poignarder des fugitifs qui veulent passer à l'ouest. Cet entraînement est très dur et très éprouvant psychologiquement. Moi, j'avais peur de me trouver un jour dans la situation où le fugitif est à quelques mètres de moi et où je suis obligé de l'arrêter comme ça. Et pour moi, le sommet de la brutalité, c'était de me sentir un jour obligé, en dernier lieu, de lui tirer dessus à la mitraillette. Aider les fugitifs qui ont passé le mur, c'est l'une des missions des 2800 soldats français à Berlin. Alors là, en ce moment, il est en train de vérifier sur ses papiers quel véhicule ils ont en face d'eux. Aujourd'hui, les alliés occidentaux observent partout un renforcement de la frontière entre les deux Allemagnes et au mur de Berlin. Multiplication des systèmes électroniques les plus perfectionnés, mouvement de troupes, pas de raison valable donc pour baisser sa garde. Ces hélicoptères américains transportent des soldats français en plein cœur de Berlin. 1 millier d'hommes avec les forces britanniques ont ainsi participé à ces manœuvres communes qui permettent de coordonner l'action des états-majors alliés en cas d'attaque des forces du pacte de Varsovie. Car pour eux, la détente n'est encore qu'une illusion. Et chaque pilote dispose d'une radio de survie. 3 buts à ces manœuvres. Le premier but est d'abord de se faire comprendre entre soldats alliés. Le deuxième but est essentiellement pour nous de nous entraîner et de pratiquer la coopération interalliée.
Et l'image de soldats français embarquant dans des hélicoptères américains est bien là pour montrer que nous devons en permanence nous entraîner à travailler ensemble, soit au niveau des unités, soit au niveau des états-majors. Et le troisième but est de rappeler à la population berlinoise ou aux gens qui nous observent que notre mission n'a pas changé à Berlin et qu'elle est toujours de nous préparer à défendre la ville. Les 3500 soldats britanniques, les 6600 américains et les 2800 français manœuvrent donc comme si les soviétiques et leurs alliés devaient attaquer demain. À Berlin-Ouest, la transparence, la glasnost, connaît pas. La glasnost n'a rien changé à ce que nous faisons parce que rien n'a changé autour de Berlin. On dit qu'on va retirer des forces, mais nous ne voyons rien. Quand les troupes soviétiques partiront réellement, nous le verrons. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors les blindés alliés continueront longtemps de sillonner Berlin. Malgré la publicité faite autour du retrait des forces du pacte de Varsovie, on dit ici que la détente n'existe pas, car l'Allemagne de l'Est se considère toujours comme le premier rempart de défense contre le monde occidental. Après les parents d'élèves de droite, le PEP, qui se sont réunis à Lyon, les parents de gauche, le FCPE, qui représente 42% des parents, se sont retrouvés à Amiens. Leur principale préoccupation, la loi d'orientation de Lionel Jospin, loi qui sera proposée mercredi prochain au Conseil des ministres. Chantal Kimerlin et Frédéric Basile sont à Amiens. Décidés, volontaires, engagés les parents de la FCPE. Parents, oui, parents de gauche, certes, mais pas otages du gouvernement. Votre loi, Monsieur Jospin, est bonne, mais rien n'assure son financement. Continuer les voies tracées par la loi et veiller à son application devront être nos soucis principaux des mois à venir. Car la programmation a été oubliée en route. Autre idée forte exprimée par les parents, nous ne laisserons pas nos enfants, surtout à la veille des examens, être les otages des enseignants, trop exclusivement mobilisés par leur revalorisation. Je l'ai vécu d'une façon assez modérée, la grève des notes qui a posé, je suis parisienne, qui a posé de gros problèmes dans certains établissements où les élèves avaient des dossiers à présenter sur lesquels ne figurait aucune note et aucune appréciation. Au crédit de Lionel Jospin et au centre des débats, la nouvelle place accordée aux parents dans les établissements et les 5 grands objectifs à atteindre. Travailler en équipe éducative, suivre les élèves en difficulté, éviter les redoublements, responsabiliser les jeunes pour leur orientation et améliorer leur cadre de vie. Pour les parents, c'est une véritable percée de leurs droits. Mais il manque le nerf de la guerre, l'argent. Dès la rentrée, la fédération lance dans toutes les écoles une nouvelle assurance scolaire pour se donner une autonomie financière. Toujours côté finances, l'information de ce congrès, une authentique révolution, dit-on ici, c'est la création d'un véritable statut de parent d'élèves. Les ministères concernés devraient, d'ici à septembre, débloquer les moyens pour former les parents, les indemniser de leur transport et du temps perdu sur leur travail. Bref, être parent, c'est faire un vrai métier. Les écologistes, eux, s'étaient donné rendez-vous à Strasbourg. Tous les élus des Verts, qui étaient au nombre de 1200, ont planché sur leur représentation nationale. Après les points marqués au municipal, ils sont bien décidés à présent à se structurer dans un super conseil d'administration. Jacques Rig et Damien Frisch. À 2 pas de la cathédrale, entre drapeaux français et européens, le premier congrès national des élus écologistes accueille ce week-end 250 conseillers, adjoints et même des maires venus de toute la France. Leur association, créée en 1986, n'était forte jusqu'à présent que de 35 membres, un chiffre que les dernières élections municipales ont fait exploser. Avec 1300 élus écologistes, il fallait une nouvelle organisation pour les aider à mener une action efficace. Tout à fait indispensable que nous constituions d'une part une association nationale qui aura un rôle de coordination et d'agence de service, mais aussi que nous suscitions la création d'associations au niveau des départements pour permettre aux gens de trouver le plus près possible de l'endroit où ils exercent leur mandat un maximum d'informations, un maximum de formation. Demain, Antoine Wechter et les autres membres de l'association éliront un conseil d'administration. Il adoptera alors des statuts plus adaptés à la nouvelle donne politique, ce qui inquiète certains purs et durs qui craignent l'hégémonie du Parti vert. Nous ne voulons pas être phagocytés par un groupe quelconque. On ne veut pas que des élus, qui représentent un parti ou une tendance quelle qu'elle soit, puissent prendre la main
sur cette association qui doit réunir tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont élus et qui ont besoin d'un soutien. Mais les Verts sont uniquement un outil politique d'un mouvement qui est beaucoup plus large. Il est normal que les Verts soient un peu la colonne vertébrale, mais notre souhait, c'est de ne pas faire de cette association un lieu de débat idéologique, si vous voulez, mais vraiment d'en faire un lieu à la fois de formation et de mise en contact de l'ensemble des élus. Fausse querelle, sans doute. Demain, le verdict des urnes devrait éclaircir la situation. Notre bon point ce soir va aux agriculteurs qui sont dans l'obligation, dans la perspective de l'Europe et aussi de la concurrence internationale, de diversifier leur production, d'innover. C'est le cas pour les agriculteurs de la région de Brest et de Plougastel qui ont décidé d'affiner leur gestion et de se lancer dans la qualité. Une affaire qui marche. Jacques Violet et Philippe Menu. Première originalité, ces agriculteurs ont associé la femme et la tomate dans leur publicité comme s'il s'agissait d'un parfum. Le groupement consacre 2% du chiffre d'affaires à la communication, soit 2 millions de francs. Lorsque le directeur s'exprime, on ne sait plus s'il parle de ces tomates ou des femmes de l'affiche. Elles sont belles, elles sont sensibles, mais elles sont légèrement érotiques. Mais je pense que c'est une façon comme une autre de signer un produit. Alors, nous voulons signer un produit de marque. Et comment vos maraîchers, vos agriculteurs bretons ressentent ces campagnes d'affiches? Je crois que les producteurs accueillent notre démarche de communication très très bien. Ils ont compris en quelques années qu'il ne suffisait pas de produire, qu'il fallait également vendre. Le groupement coopératif Savéole, c'est aujourd'hui 120 exploitations couvrant 100 hectares de serres. Deuxième originalité, des jeunes qui s'installent, très motivés. Depuis 88, 25 nouveaux venus, malgré des investissements très coûteux. Des jeunes qui n'ont pas peur de la concurrence étrangère. Les Hollandais, bien sûr, on se méfie toujours des Hollandais, mais notre créneau à nous, c'est la qualité. Et je crois que si tout le monde reste avec cet esprit de produire quelque chose de qualité, on arrivera à se démarquer, à trouver des marchés, trouver des nouveaux marchés et à prendre le pas sur nos concurrents belges et hollandais. Enfin, troisième originalité, des techniques de pointe, dans les serres d'abord. La culture hors sol permet d'améliorer la qualité et les rendements. Une serre, c'est une véritable petite usine. Les engrais, le contrôle de l'acidité de l'eau, la climatisation, la ventilation, tout est géré par l'ordinateur. Sur les chaînes de conditionnement, pas de collectivisation. Chaque producteur est responsable de sa production, chaque livraison est identifiée. Le conditionnement est automatisé, chaque tomate est triée grâce à l'électronique au niveau de son poids, de son diamètre et de sa couleur. Enfin, peut-être le plus original, la lutte biologique. Pour éviter l'utilisation des pesticides et des produits chimiques et livrer un produit parfait, Savéole a mis au point avec l'INRA, sur des feuilles de tabac, un élevage de petites guêpes qui détruisent les parasites. Nous répartissons dans la serre des petits morceaux de feuilles de tabac sur lesquels nous avons élevé l'Ancarcia, notre auxiliaire, qui est une petite guêpe noire, qui, elle, parasite l'œuf de mouche blanche, donc détruit l'œuf de mouche blanche et évite le développement de cet ennemi de nos cultures. Dans les hangars, on prépare une expédition pour le Canada. À l'exportation, chaque tomate est marquée comme un fruit. Dans les bureaux, les 4 vendeurs se battent au téléphone. Ils ne vendent plus des tomates, mais des Savéoles. Les gens du voyage ont de plus en plus de mal à trouver un endroit pour installer leur caravane. Des lois obligent les municipalités à les accueillir, mais elles ne sont pas très souvent respectées, ces lois. C'est pourquoi, sans doute, les nomades achètent, quand ils le peuvent, terrain et maisons, ce qui ne va pas sans poser de problème. Delphine Delasselle et Jean-François Bernigaud. Sédentarisation, scolarisation des enfants. Depuis longtemps, ces mots venus du vocabulaire gadjo tournent dans la tête de Jean-Pierre Debar. Ramoneur, ferrailleur, sur les routes, 8 mois sur 12, Jean-Pierre est manouche. Ils sont comme lui 2 à 300 000 en France qui, l'hiver venu, tentent de trouver une aire de stationnement où l'on veuille bien de leur caravane. C'est-à-dire que là, plus ça va et moins là, le terrain faut s'arrêter, quoi. Et puis bon, on va être aussi comme tout le monde aussi, vous savez bien, avoir l'eau, le courant, les gosses à l'école. Bon, ici 8 jours ici, 3 jours là, 4 jours là, vous savez bien, c'est pas possible, quoi. La Bretagne satisfait 65% des demandes de stationnement, le reste de la France, 10% seulement. Pourtant, ici comme ailleurs, il n'est pas facile pour ceux du voyage de s'installer dans une maison comme tout le monde.
qu'il y a plusieurs maisons à vendre dans le village. Bon, il est à craindre que ça fasse tache d'huile. S'il y a 4-5 maisons qui sont vendues à ces gens-là, bon, ils vont s'installer en plus grand nombre, et puis là, ils vont nous créer des problèmes. Il y a des gens qui ne comprennent pas que parmi ces gens-là, il y a des gens qui travaillent et qui font du travail qui rendent service à l'économie française. Et ces enfants, leurs enfants, ils sont scolarisés, puisqu'il faut rappeler, il s'agit des citoyens français à part entière, au moins théoriquement. Il y a les textes, mais il y a aussi les visages qui se détournent, les mots qui blessent et les pétitions. Pour retrouver le calme de sa commune, le maire de Languidic a cherché un terrain d'entente. Je pense que c'est un problème de dialogue. Le dialogue est arrivé peut-être un peu tard, mais enfin il est arrivé et une solution a été trouvée, une solution qui, je pense, satisfera tout le monde. Une solution qui apaise les voisins inquiets et qui permet à Jean-Pierre d'emménager dans sa maison. L'été venu, il reprendra la route avec sa femme et ses 3 enfants jusqu'à l'entrée de l'hiver qui les ramènera chez eux, en Bretagne. Mais pour en arriver là, Jean-Pierre Debar a dû promettre qu'il ne dérangerait en aucun cas la tranquillité du village. SOS Racisme a décidé d'appeler à la manifestation mardi prochain à Nice, et ce en réponse à la tentative de meurtre perpétrée vendredi dernier par un jeune niçois. L'ouvrier agricole a ouvert le feu, vous vous en souvenez, sur un Tunisien, le blessant grièvement à la tête. Au moment de son arrestation, il s'est dit excédé par la présence des immigrés. Brigitte Bardot va parrainer une liste pour les élections européennes. Sa liste sera apolitique et destinée à la protection pratique des animaux depuis plusieurs années. C'est Brigitte Bardot qui va donc conduire une liste qui va s'occuper de la protection des animaux et aussi de l'environnement. À propos d'animaux, justement, un cimetière d'ours qui remonte à 15 ou 20 000 ans a été découvert en Savoie. C'est en déblayant l'entrée d'une grotte que le paléontologue Philippe Michel a fait sa découverte à 1700 mètres d'altitude. Alain Doubesky. Après avoir dégagé l'entrée obstruée par les gravats, les 2 spéléologues ont débouché sur une immense salle recouverte d'os d'ours, probablement morts de maladie ou de vieillesse alors qu'ils hibernaient. Un gros dodo commençait il y a environ 20 000 ans avant Jésus-Christ. A priori, ce gisement d'os d'ours est le plus important de France, mais surtout, il est resté intact. L'intérêt de ce gisement, c'est que tel que les ours ont quitté la grotte est restée jusqu'au moment de la découverte, à la fin du mois de novembre de l'année dernière. Cette découverte est restée secrète jusqu'ici afin d'éviter l'afflux de pilleurs de squelettes. On sait peu de choses sur l'ours des cavernes, disparu comme le mammouth il y a 15 000 ans, victime du réchauffement. Le maire de la commune, où ont été découverts les ossements, envisage de créer une exposition permanente sur l'ours des cavernes, voire même de profiter de l'expérience des spéléologues. On compte faire effectivement une école de fouilles davantage réservée aux spéléologues. Parce que les spéléologues, très souvent, découvrent des vestiges, d'ailleurs c'est le cas ici, c'est eux qui l'ont trouvé, hein, mais ils ne savent pas toujours ce qu'il faut faire lorsqu'ils ont trouvé un gisement. Il faudra 2 à 3 ans pour faire l'inventaire des ossements découverts en surface, des années pour les fouilles en profondeur. Pour l'instant, il faut attendre l'argent nécessaire au financement de ces fouilles. Elles permettront de dater exactement, grâce au carbone 14, l'âge de ces animaux. Autre passion en Alsace, une enseignante dans un cours privé, Marie-Josée Muller, a une double vie en fait. Dans la journée, elle est professeure, le soir, elle laisse libre cours à sa passion, la danse orientale. Elle pratique son art depuis plusieurs années et elle a maintenant son public. Marc Maisonneuve et Philippe Montoisy font partie de ce public. En Turquie, en Égypte, dans tout le Maghreb, une attirance commune, la danse orientale. On appelle ça danse du ventre, mais on a tort. Danse féminine, danse de séduction, mais pas danse racoleuse. Parfois ça étonne les gens, c'est vrai, surtout le fait que je sois alsacienne, blonde, pratiquant la danse orientale. Mais pour moi, c'est vraiment parfaitement intégré. Ce sont 2 facettes de ma personnalité. Je suis professeure de physique-chimie en collège et en lycée. Et puis en même temps, vous donnez des cours de danse? Oui, je donne des cours de danse parce qu'en fait, j'aime bien transmettre mon savoir. Ça, c'est peut-être le point commun entre mes 2 activités. J'applique, avec bien sûr un contenu différent, j'applique les mêmes méthodes pédagogiques. Quand quelqu'un vous dit danse du ventre, vous répondez quoi? Je rectifie danse orientale parce que d'abord le terme de danse du ventre est très réducteur. C'est comme si on appelait la danse classique la danse des jambes, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'autres choses qui bougent, donc c'est très réducteur. Actuellement, la danse orientale est partout pratiquée comme danse de séduction puisque la danse rituelle en fait était un culte voué à la déesse Hathor. Donc évidemment, je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup d'adorateurs de la déesse Hathor. C'est une danse très féminine et une danse de séduction.
Il y a quand même quelque chose que vous devez forcément ressentir, à savoir le regard des hommes. Comment vous percevez ça? Le regard des hommes et le regard des femmes. Je dirais que, effectivement, le regard des hommes et des femmes n'est pas le même, mais le regard des hommes est un regard d'admiration. Le regard des femmes apprécie peut-être davantage l'aspect technique. Et je pense que les femmes, ça les touche peut-être davantage parce qu'elles peuvent mieux ressentir les mouvements qu'il faut faire, etc. Mais c'est toujours un regard amical et donc ça ne me gêne absolument pas. Je crois que maintenant sur Strasbourg, j'ai effectivement acquis une certaine reconnaissance parmi les professionnels de la danse puisque j'ai été sélectionnée pour les rencontres nationales de danse qui auront lieu à Brest à la Pentecôte. À Strasbourg, un mercredi après-midi, comme les autres, d'une enseignante, pas tout à fait comme les autres. À propos de la vedette meurtrière d'Antibes, une dépêche de dernière minute indique que M. Rifat El Assad, c'est-à-dire le frère du président syrien, a formellement démenti, aujourd'hui donc, être impliqué dans l'accident du bateau meurtrier d'Antibes. C'est ce qu'indique son bureau de Paris. Dans le cadre du Festival de Cannes, Jacques Lang et Daniel Mitterrand ont réuni 150 réalisateurs. Ils ont participé, ces réalisateurs, au colloque Cinéma et Liberté. De nombreux films, on le sait, ont servi la cause de la liberté. Certains autres, et ils sont nombreux de par le monde, sont censurés. Les travaux ne sont pas restés des mots en l'air. Ils vont permettre de créer l'association de défense des droits du cinéma dans le monde. Georges Bégou et Claude Sicard. Du jamais vu, dans cette salle sont réunis autour du thème La liberté de création cinématographique 150 grands réalisateurs venus de 50 pays différents. Madame Mitterrand s'associait dans ce colloque à des metteurs en scène aussi différents que Lagda Ramina, Joris Ivens, l'américain John Berry, Yves Boisset, le brésilien Hector Babenco, Michel Mitrani, Ettore Scola, et Yves Montand, non réalisateur, mais toujours présent quand il s'agit des droits de l'homme. Ce n'est pas par hasard que l'un des objets statutaires de la Fondation de France Liberté est, je lis, d'aider dans tous les domaines les créateurs défavorisés à réaliser leurs projets. Une institution internationale pourrait contribuer à faire passer de plus en plus cette idée forte et essentielle. Le cinéma, si j'ose dire, doit proclamer son indépendance. Cette institution s'appellera Cinéma et Liberté ou Cinéma sans frontières. Elle sera l'équivalent d'Amnesty International pour le cinéma. Son président sera Jules Dassin. Conclusion du colloque par l'observateur Yves Montand. Les choses qu'a dites le ministre de la Culture, Jacques Lang, en ce qui concerne l'aide à apporter à des pays en voie de développement ou dans des pays où la dictature est encore en place, là où il y a un metteur en scène qui essaie de faire son film et qui lui est interdit arbitrairement par les lois de ces pays, notre devoir, les réalisateurs, le ministre de la Culture et les artistes, notre devoir est de soutenir et de faire un tel tintamarre, si je puis dire, pour permettre à ce réalisateur, ce metteur en scène de pouvoir faire son œuvre. Et ça, c'est très bien. En sport, Nathalie Tauziat a été battue par l'Espagnol Arantxa Sanchez en demi-finale de l'Open d'Italie. En football, Gérard Houllier a mis un terme aux rumeurs. Il reste à la Fédération française de football et en rugby. Vous le savez peut-être, c'était diffusé en direct sur Antenne 2. C'est Toulouse qui a battu Agen par 18-9. Francis Maroto. Le rouge et le noir, c'est le stade toulousain. Cet après-midi à Bordeaux, les joueurs du stade ont dominé la première mi-temps notamment. Un quart d'heure de jeu, Joël Dupuis, l'arrière toulousain, file à toutes jambes. Petit coup de pied et grand choc, conséquence, essai de pénalisation pour Toulouse. Regardez, coup de pied à suivre de Dupuis, Béraud n'arrête pas sa charge. 7-0 pour Toulouse qui a déjà réussi une pénalité auparavant. Et puis 9-0 avec cette transformation de Charvet. Denis Charvet et Philippe Béraud réussiront encore une pénalité chacun, score 12-3. Avant une nouvelle attaque plein champ des Toulousains. Denis Charvet, toujours à la relance pour le tout jeune David Berti, 18 ans et demi, préféré à Eric Bonneval. Et Berti s'en va plonger tout au bout du terrain, échappant même au retour de Philippe Sella. 16-3 pour Toulouse, Charvet ajoute 2 points supplémentaires du bord de la touche et 18-3 à la mi-temps. Mais Agen, c'est le champion de France en titre. Agen, c'est aussi le panache. Alors malgré beaucoup de déboires dans les coups de pied, c'est à la main que les Agenais refont surface. Cœurveillé échappe à la défense toulousaine, passe à l'ailier Glaise, qui remet à l'intérieur à Philippe Béraud, l'arrière. Et Béraud s'en va jusqu'au milieu de l'embut pour faciliter la transformation de l'essai.
18-9, ce sera le score final. Agen le champion n'ira pas au Parc des Princes dans 15 jours. Quant à Toulouse, il connaîtra demain son adversaire pour la finale. Ce sera soit Toulon, soit Narbonne. À Londres, les supporters n'ont pas tout compris. Après le drame de Sheffield, il y a eu aujourd'hui encore une dizaine de blessés au cours du match qui opposait Crystal Palace et Birmingham City. La foule a envahi la pelouse, le match a été immédiatement arrêté. Il y avait aujourd'hui un tiercé à Maison Lafitte, il fallait jouer le 12, le 9 et le 11 qui rapportent dans l'ordre 9 672 francs et 50 centimes. Dans un ordre différent, 1934 francs et toujours 50 centimes. Pour le quartet, il fallait ajouter le 16, il rapporte dans l'ordre 67 670 francs et 40 centimes. Et dans un ordre différent, 8 458 francs et 80 centimes. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, Laurent Cabrol vous dira tout sur la météo. Ensuite, vous pourrez assister à une première mondiale. Michel Drucker, en direct du Trocadéro, fêtera les 100 ans de la Tour Eiffel. En hommage à la vieille dame, il vous propose une balade à travers les tours les plus célèbres du monde, dans 20 pays. Vous irez de la Chine au Japon avec Paul McCartney, Julio Iglesias, Nana Mouskouri, Jean-Michel Jarre et Mireille Mathieu. Une grande première dans quelques secondes. Première aussi pour Thierry Calmette qui vous présentera le dernier journal aux alentours de 23h30. Passez une très bonne soirée sur Antenne 2. Bonsoir.